euh, l'idée, c'est déjà de définir ce que c'est un talent inoubliable, un candidat inoubliable. Pour nous, cette définition, elle est complètement subjective, hein, mais c'est intéressant de s'y attarder. Ensuite, on est inoubliable pour certaines personnes et pas pour tout le monde. Donc, c'est quoi les prérequis pour devenir inoubliable auprès des gens qu'on va viser? Comment on se débrouille pour viser les entreprises, pour viser les équipes? Et après, on pourra partager des anecdotes qui nous concernent et faire quelque chose qui soit plus perso que très théorique. Je pense que c'est ça qui intéresse les gens. De la théorie, on en a dans tous les sens et tout le monde prend la parole là-dessus. On pourra partager aussi nos douzaines d'ondes dans la pratique au gré de ce qu'on a vu, de comment on conçoit le recrutement. On est parti? Parfait. C'est parti. Ok. Bah ouais, si vous pouvez nous dire déjà pour vous, c'est quoi un candidat inoubliable? C'est quoi qui différencie un bon candidat d'un très bon? Celui qui vous marque versus celui où vous vous dites, ouais, ok, c'est bien, ça coche des cases, mais. Tu veux commencer, Khadija? Je laisse commencer. J'y vais. Pas mal de choses. Moi, j'ai eu la chance de faire pas mal de recrutement chez Christie. Donc, j'ai principalement vu des sales, mais j'ai vu un peu tout type de profil. Je pense que ceux qui m'ont le plus marqué, c'est ceux qui avaient une vraie habilité à savoir se raconter. C'est-à-dire, bon, c'est toujours un peu plus simple quand on est sales, mais savoir se pitcher en 30 secondes, en 2 minutes, savoir un peu raconter très rapidement. Voilà, avoir une réelle cohérence sur, voilà, moi, je suis là pour telle raison, parce qu'avant, j'ai fait ça, et du coup, j'ai vu l'offre que vous avez proposée, que vous avez mise en ligne, et moi, je pense que je pourrais y correspondre pour telle et telle raison. Donc, c'est déjà, je pense, vraiment savoir se raconter, et du coup, on en revient aussi à ce sujet de être au bon endroit au bon moment, avoir trouvé la bonne offre, pas être un peu n'importe où, et être là parce qu'on a envie d'être là, et du coup, savoir bien vendre la raison pour laquelle on est là. Je partage cette définition. J'ajouterais juste le fait de pouvoir créer une relation. Il y a très peu de candidats avec lesquels, effectivement, on peut se dire, bah, OK, c'était plus une conversation qu'un entretien formel. J'en ai appris, bien évidemment, sur ses compétences, sur ce qu'il pourrait apporter à l'entreprise, pourquoi est-ce que cette personne veut venir dans l'entreprise. Et puis, j'ai pu partager aussi de mon côté. Donc, c'est devenu une vraie conversation. Et je pense que ça, c'est vraiment le plus, au-delà des compétences et ce qu'on va couvrir tout à l'heure, qui peut faire qu'on se souvient d'un candidat et qu'on a envie de pousser un candidat aussi dans un process, que ce soit le plus compétent sur le papier ou pas. Ouais, je suis 100% d'accord. Je trouve que ça rejoint pas mal des problématiques de sales. Je ne sais pas s'il y a des sales qui nous regardent, mais quand tu es sales, tu auras toujours une meilleure habilité à closer quand tu vas créer une relation avec ton prospect, quel qu'il soit, hein. Il y a pas de, c'est beaucoup plus simple avec une sales manager de 30 ans dans une startup. Franchement, ça marche aussi avec un DRH en costume dans un plus gros groupe. La relation est évidemment pas la même, mais créer une relation avec quelqu'un, c'est vraiment super important pour justement bien avancer en entretien. 100% d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous deux. Et en fait, en y réfléchissant et en retraçant un petit peu toute l'expérience que j'ai connue en tant que talent et en tant que recruteur, je me dis que talent inoubliable pour moi, c'est pas forcément quelqu'un qui, sur un tout petit bout du process et de l'expérience, a été incroyable. C'est plutôt quelqu'un qui a été bon tout le long et l'ensemble fait qu'à la fin, j'ai un sentiment que c'est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour Ouais. moi, pas forcément de se démarquer outrageusement sur un point et de faire une différence fois 1000 avec tout le monde. Je pense qu'il y a aussi une notion de constance dans Inoubliable parce que dans un processus de recrutement, on est amené à rencontrer plein de gens et plein de gens qui sont différents. Donc en plus, on ne peut même pas être inoubliable avec tout le monde, ça n'existe pas. En revanche, on peut faire en sorte qu'à la fin, tous ceux qu'on a rencontrés tout au long du process se disent ouais, là je vois le truc et ça le fait. Ouais, exactement. D'où l'importance de toujours bien se renseigner parce que si tu passes 2 entretiens pour être sales et que tu vois que des sales, bah, ton entretien n'est pas le même que si tu passes 8 entretiens, dont des RH, des sales, et peut-être le boss de la boîte, qui vont être des gens qui vont avoir des prismes vachement différents sur ton profil et auprès desquels il va falloir un peu s'adapter, quoi. Ouais. Complètement. Et du coup, ça relie la question 2. En gros, on ne peut pas être inoubliable auprès de tout le monde. Vous, pour vous, en quoi, et du coup, on peut se positionner dans la peau du candidat cette fois, en quoi c'est important de bien choisir les cibles avant, ou alors, au contraire, de se lancer dans plein de tentatives et de voir ce qui mord. Comment vous voyez ça? Euh, Si je peux commencer, mon point de vue là-dessus, c'est que en amont, c'est quand même important d'avoir fait un peu un travail sur soi-même et de se dire, voilà ce qui est important pour moi, voilà le type d'entreprise qui peut me correspondre.
pas seulement par rapport au poste, mais aussi par rapport aux valeurs de l'entreprise, la culture de l'entreprise en question, la taille d'entreprise, là où elle en est et possiblement la manière dont elle veut grandir dans le futur, ou est-ce qu'elle veut au contraire se stabiliser, et puis d'être au clair sur ses points forts et ses points faibles. Et pour moi, c'est vraiment important d'être très clair sur ce qu'on recherche avant de démarrer une recherche de manière générale et de cibler des entreprises. Je pense que côté recruteur ou même intervieweur de manière générale, on le ressent quand en fait la personne est en marathon d'entretien, qu'elle a beaucoup d'entretiens en cours, et c'est pas en soi un mal, mais que c'est un peu répétitif pour le coup et qu'il n'y a pas une spécificité ou une chose qui fait que la personne, le candidat ou la candidate est intéressée par l'entreprise en question. Donc moi, je serais plutôt pour cibler à la fois sur soi-même et cibler les entreprises et les postes. 100% d'accord, 100% d'accord. Pour le coup, l'erreur un petit peu qui est souvent faite, mais ça se comprend aussi, puisqu'il y a souvent une notion aussi d'urgence. On a besoin de trouver un travail assez vite, son premier job, on ne touche pas forcément de chômage, etc. Donc, il y a aussi cette notion qu'il faut prendre en compte. Mais souvent, on va avoir tendance à postuler peut-être à 50 offres qui pourraient peut-être correspondre et aller trop vite. Alors que ce qu'il faudrait potentiellement faire, en tout cas, ce qui je pense, marche le mieux, c'est d'abord, comme tu disais, Khadija, prendre un vrai temps d'abord pour savoir se raconter, savoir ce qu'on fait, savoir ses vraies qualités, ses vrais défauts. C'est pas une histoire de, en entretien, on va me demander mes qualités, mes défauts, mais savoir se positionner par rapport à soi-même, être en phase avec ce qu'on recherche. Donc ça, c'est vraiment un temps qu'il faut prendre. C'est peut-être un mois avant de se lancer dans les recherches, c'est peut-être une semaine, ça dépend de chacun. Mais c'est un vrai temps qu'il faut prendre. Et ensuite, euh, le qualitatif fonctionnera toujours beaucoup mieux que le quantitatif. Fixer 5-6 boîtes qui t'intéressent, trouver 4-5 contacts dans ces boîtes-là pour aller venir un peu chercher de l'information, trouver le contact recruteur pour le contacter peut-être en direct ou alors postuler en direct, mais vraiment faire un travail assez qualitatif sur les boîtes, ça te donnera un taux de retour qui sera forcément beaucoup plus fort que si tu postules à 100 boîtes qui sont peut-être concurrentes entre elles. Et en entretien, ça sera très très dur après de pouvoir justifier ta présence ici. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Bon, je ne sais pas, j'aurais pu être chez votre concurrent, ça aurait été la même chose. Je trouve que c'est mieux de faire ce travail du coup en amont, en effet. Je suis complètement d'accord avec les deux. En réalité, c'est la raison d'être d'Illinois, hein. Nous, on propose moins mais mieux, se focaliser sur moins d'opportunités, mais celles qui nous correspondent vraiment. Alors, et ça demande un gros travail en amont, comme tu disais, Khadija, de connaissance de soi-même, mais aussi de research, comme tu dis, Antoine. Chercher un job, c'est un full-time job, en fait. Et bien sûr qu'il y a une notion d'urgence, notamment, comme tu disais, Antoine, quand on est jeune deep, quand on n'a pas de ressources financières ou quand on s'est fait licencier de façon abrupte. Mais en fait, la notion de reculer pour mieux sauter, de prendre un peu plus de temps mais pour en gagner beaucoup ensuite, elle est fondamentale. L'énorme problème qu'on voit et que nous, on constate tous les jours, c'est que le stress annihile cet aspect rationnel des choses et de se dire, je me donne un peu plus de temps, je sais que je vais perdre, je sais que ça va être un peu dur sur le court terme, mais derrière, à moyen terme, et moyen terme, c'est même pas 5 ans, hein, c'est 2-3 mois pour une recherche de job, ça va payer. Ça demande de la force mentale, ça demande de l'entraînement, ça demande beaucoup de choses, mais qu'il faut aller chercher vraiment parce que sinon, on court vraiment un grand risque de subir son job au lieu de l'avoir choisi. Et je sais si aujourd'hui, sur le marché du travail, peu importe la conjoncture, et ça dépend des rôles, ça dépend des entreprises qu'on vise, mais on a quand même le choix. On a toujours le choix. C'est pour nous une chose fondamentale à avoir en tête. On a toujours le choix, même s'il faut manger, on a le choix. Et c'est jamais une question d'heure ou de jour. Et ça prend peu de temps, en fait, de faire le travail de recherche et de connaissance de soi. Nous, on passe beaucoup de temps là-dessus. On ne le fait pas avec tout le monde. On sélectionne les gens avec qui on le fait nécessairement. Mais ça représente un gain de temps incroyable pour après. Ouais, c'est clair. Et sachant que c'est surtout accessible à tous. Il ne faut pas se dire qu'il y a des gens qui sont excellents en entretien, d'autres qui sont vraiment très mauvais. En fait, l'information, elle est en ligne. Toutes les boîtes maintenant ont un portail d'entretien. Il y en a qui sont sur Welcome to the Jungle, il y en a qui sont sur Angel, il y en a qui ont leur propre site. Mais en fait, il y a toujours de l'information en ligne et il faut vraiment aller la chercher, cette information. Parce que si tu arrives en entretien et qu'il y a 10 personnes sur le même job, en fait, il y en aura forcément un, deux, trois qui seront beaucoup mieux renseignés et qui auront mieux compris ce qu'on attendra d'eux, quoi. Et ne pas hésiter, je pense, à contacter son réseau, que ce soit quand on fait le travail sur soi-même, sur voici mes compétences, qu'on ait peut-être un avis extérieur sur ce qu'on maîtrise bien, que ce soit des qualités personnelles d'ailleurs ou des qualités professionnelles. Et puis de le faire aussi côté entreprise. Est-ce que cette entreprise me correspondrait? Pourquoi pas envoyer un message ou demander à quelqu'un qui pourrait connaître quelqu'un dans mon réseau de me donner de l'information.
Parce que comme tu disais, c'est très important de cibler et de faire un travail qui est qualitatif. Je vous assure que ça se ressent quand le travail il est plus quanti que quali en entretien. Côté intervieweur, côté recruteur, de manière générale, on le ressent. Ouais. Donc, c'est vraiment important en amont. Et du coup, Ouais, il y a c'est une sûr. question qui revient, qui est intéressante de traiter maintenant. C'est pour autant, c'est Jérémy qui la pose, n'est-il pas intéressant d'avoir de l'expérience en ayant passé plusieurs entretiens pour être à l'aise dans un entretien qui compte pour nous? Et je pense qu'on a tous été confrontés à cette question, en fait, hein. Ouais. Ouais, c'est important aussi. Moi, souvent, ce que je dis, c'est à des gens qui cherchent et qui ont un peu de mal à trouver, c'est que la première étape, déjà, c'est de bien parcourir plein de fiches de poste. J'ai plein d'amis qui ne savent même pas en fait, le métier qu'ils veulent faire alors que ça fait 3 ans qu'ils travaillent. Donc, bien parcourir les fiches de poste, bien lire en fait tout ce qui se fait pour comprendre vraiment ce que la boîte attend de nous. Pas hésiter à postuler. On disait tout à l'heure, il ne faut pas postuler à 200 offres non plus, mais c'est intéressant de postuler, de sentir un petit peu si est-ce que j'ai une réponse, est-ce que mon profil intéresse, pour voir un petit peu comment on se situe par rapport au marché, est-ce que en fait tout le monde me répond et tout le monde est intéressé ou en fait pas du tout. Donc je pense que c'est une bonne réflexion. Après, bon, perdre du temps toi et faire perdre du temps à la boîte en allant passer 50 entretiens partout qui vont pas forcément t'intéresser, je pense qu'il y a d'autres manières de s'entraîner, même si c'est évidemment aussi un bon entraînement. Ouais. Et puis, je pense qu'on peut laisser une image aussi à une entreprise pour laquelle ça se sent qu'on se fait la main et qui pourrait être une entreprise qui nous intéresserait, je ne sais pas, dans 10 ans possiblement, et potentiellement laisser cette image-là. Je pense qu'il y a plusieurs manières de s'entraîner, pour le coup, pour des entretiens. Ça peut être de demander dans son entourage un avis ou de faire même des jeux de rôle. Et puis, il y a aussi pas mal d'organismes qui le proposent. Il y a, je suppose que vous faites un peu ça chez Illinois aussi, la possibilité de Ouais. préparer. Bah, on fait complètement ça. Et puis, c'est ce que j'allais dire en fait. Khadija, autant je suis complètement d'accord sur le fait que c'est hyper important de se préparer avant. Maintenant, est-ce que passer de nombreux tours d'entretien avec des boîtes qui ne nous intéressent pas, c'est le meilleur moyen de le faire? Je ne suis pas sûr du tout, pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ce ne sera pas des conditions réelles en fait. C'est bête, mais quand on postule à une entreprise qui nous intéresse sur un job qui nous fait rêver, la pression, ce n'est pas la même. Et du coup, ça nous aura peut-être aidé à raconter un peu notre histoire, le fait de l'avoir pitché, repitché avec d'autres boîtes, mais les conditions, ça ne va pas être les mêmes. On se met plus de pression et c'est humain quand quelque chose nous importe plus qu'une autre chose. Donc, comme tu disais, Cathy, il y a une façon de le faire. Je pense que déjà, le fait de travailler sur soi et de cibler ses forces et ses faiblesses aussi et d'être complètement à l'aise avec ça, bah, ça démystifie le truc et ça nous donne beaucoup plus de confiance quand on parle à qui que ce soit. Et en ce sens, on peut considérer la vie comme un internal entretien. En fait, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, c'est bon de se cerner avant pour mieux le transmettre derrière et pour que les gens n'aient pas l'impression qu'on se justifie sur nos faiblesses, en tout cas les faiblesses que nous, on perçoit nous-mêmes, et qu'on met une emphase de dingue sur nos forces parce que ça paraîtrait contre-naturel. Et je vois une question hyper intéressante qui est reliée à celle-là. C'est Anaïs qui dit j'ai su de nombreux refus automatiques par email malgré un vrai ciblage, une personnalisation. Donc Anaïs, tu as pris le temps de bien cibler ce que tu voulais. Comment tu fais pour attirer l'œil et maximiser tes chances d'être lu? Je pense que Antoine, ton expérience est devenue une expertise dans la matière et ce serait trop cool de la partager. Et toi, Khadija, du coup, de l'autre côté aussi. Bah, ça dépend où tu postules. En effet, les réponses automatiques, ça va peut-être plutôt être un truc de boîtes un peu plus grosses qui vont recevoir beaucoup d'infos. Je pense que la première chose, c'est que si tu te rends compte que tu en reçois vraiment beaucoup, c'est que il y a un moment où il y a peut-être un élément que tu as loupé. Il y a peut-être un CV, un truc qui ne va pas dans ton CV. Ils demandent des lettres de motivation, un truc qui ne va pas. Donc, déjà, c'est un super retour de se dire, OK, bon, bah là, j'ai postulé 10 fois, on m'a refusé 10 fois, donc il y a quelque chose qu'il faut que je travaille. C'est peut-être toi qui n'as même pas cibler le bon job par rapport à tes expériences. Donc, moi, ce que je te conseillerais de faire dans ce sens-là, et les boîtes le font en général pas mal, c'est de demander du feedback. En fait, à part des mecs qui ont pas le temps et qui veulent pas le faire parce que c'est pas leur truc. Les recruteurs, et Khadija, je pense que tu pourras le dire, ils n'ont pas de problème à prendre 5 minutes pour te donner un feedback et te dire écoute, merci d'avoir postulé, néanmoins, nous, on cherche des gens qui ont en fait 3 ans d'expérience de plus que toi, donc c'est pour ça qu'on t'a pas prise. Et donc, en fait, si sur ces 10 boîtes-là, tu envoies 10 mails pour demander des feedbacks, peut-être que tu en auras 3 ou 4 qui vont vachement t'aider pour le faire. Donc, je pense que c'est une bonne chose et peut-être que c'est des feedbacks qui t'aideront à mieux vendre ton profil, mieux le dessiner. Peut-être que tu avais les bonnes compétences, mais que tu les as pas mises dans le bon sens, que tu les as pas bien amenées. On ne sait jamais, hein, c'est super dur à faire. Donc là-dessus, ouais, je te conseille de demander du feedback pour avoir un peu plus de news et pour avoir des meilleurs retours la prochaine fois, quoi. Je Et, suis, ouais. Vas-y, Khadija, pardon. pardon. Et possiblement aussi
poser cette question. Alors, j'en reviens encore à l'entourage, mais ça peut être intéressant aussi d'avoir ce feedback sur, ben voilà, j'ai postulé à tel poste, je reçois des réponses négatives, à ton avis, pourquoi? Ça peut être bien d'avoir un avis extérieur aussi, parce que parfois, on a l'impression qu'on correspond parfaitement à la description de poste, et puis peut-être qu'un avis autre peut le démentir au moins partiellement. Et puis, je veux juste rebondir rapidement sur les réponses automatiques. Je vais le démystifier un peu. C'est pas personnel. Faut pas le prendre personnellement. Parfois, c'est envoyé parce que tout simplement, il y a déjà eu, il y a peut-être une dizaine, une quinzaine de candidats qui sont déjà en process, ou peut-être qu'on est déjà au stade de l'offre. Peut-être que on en est aux derniers entretiens et qu'en fait, l'entreprise n'est pas nécessairement dans une démarche de créer un pool et de pouvoir engager ses candidats pour des postes futurs. Ce n'est pas nécessairement parce que ton profil ne correspondait pas, du coup. Ouais, 100% d'accord. Ça arrive plus souvent. Ouais, après, enfin, je suis complètement d'accord avec ça. Je trouve que côté entreprise, néanmoins, il y a un gros travail à faire et nous, c'est ce qu'on est en train d'entreprendre avec nos entreprises clientes sur le fait de ne pas voir ceux à qui tu dis non comme des perdants, entre guillemets, et de leur proposer quelque chose derrière, une solution. Parce qu'un non abrupt, et d'autant plus quand tu es comme analyste, que tu as pris le temps de te renseigner, que tu as vraiment ciblé, que tu as déployé des efforts et que donc tu as consacré du temps à cette entreprise. D'ailleurs, c'est tellement déceptif de prendre deux lignes automatiques. Et je parle d'expérience, justement, on peut embrayer ce côté anecdote perso. Je vais vous en raconter une bonne là-dessus. C'est très frustrant. Et les entreprises ne font pas forcément l'effort de proposer autre chose, que ce soit faire un partenariat avec des entreprises qui vont t'aider à mieux te marketer, mieux te raconter, ou t'orienter vers d'autres boîtes, ou je ne sais pas, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et sincèrement, nous, les retours qu'on a côté talent, expérience talent, c'est que c'est toujours désastreux, et pas que sur la marque employeur, sur la marque tout court. On peut prendre des entreprises B2C qui, si elles font ça, en fait, ce n'est pas juste des candidats qu'elles ne vont plus jamais revoir, c'est des potentiels clients. Et là-dessus, c'est hyper dommage. Et du coup, j'enchaîne sur l'anecdote où, dans mon ancienne vie, j'étais en finance, qui est un milieu hyper compétitif, surtout sur le recrutement, où en gros, vous avez, sur les graduate programmes de banque d'affaires, vous avez 1000 personnes qui postulent en moyenne pour un recruté. Donc, autant vous dire que ce n'est pas la question d'être bon, très bon. Tout le monde est bon, tout le monde est très bon même. Et du coup, il faut juste trouver les trucs qui vont faire la différence. J'avais eu un refus automatique d'une banque qui n'existe plus maintenant, Lehman Brothers, alors que j'avais déployé, comme toi, Anaïs, une tonne de temps. Et en fin de compte, je suis très content qu'il m'ait répondu non automatiquement. Ou pas d'ailleurs, non tout court. Et je me suis dit, mais non, en fait, j'ai passé tellement de temps, j'ai passé des semaines sur leur case, sur les valeurs, sur tout ce que vous voulez, que je ne me suis pas contenté de ça. Et j'ai appelé la HR, pas de réponse, je l'ai rappelé, re-rappelé, je pense, 4-5 fois, jusqu'au jour où je décide de me pointer à l'équivalent de la Défense à Londres, Canary Wharf, et en lui expliquant que je suis en bas, que je ne bougerai pas tant que je n'ai pas de feedback, parce que je comprends tout à fait qu'on me dise non, mais par contre, je veux qu'on m'explique pourquoi c'est non, alors que j'ai passé plein de temps, quoi. Et elle est descendue. Elle m'a dit non, de visu, ça lui a pris 20 minutes, et moi, j'étais trop content. C'est ma plus grande victoire. Le non, de toute façon, je le savais, et je me suis dit, ben, on peut toujours tourner un non en oui. Donc, bien sûr que j'avais comme objectif de la retourner et lui dire donne-moi une chance de passer au next step. Elle l'a pas fait, mais au moins, elle a pris le temps. Elle m'a donné un feedback constructif et particularisé. Donc, vraiment, mon meilleur conseil, c'est jamais hésiter à aller au-delà. Au contraire, en fait, c'est là que ça commence. Quand vous prenez un non, c'est là que votre travail de rechercher un job, full-time job, commence. Et c'est, je rejoins complètement Antoine là-dessus, un travail de sales en fait. On est plus ou moins doué là-dessus, mais il faut l'avoir en tête. Rechercher un job, c'est du sales, c'est du marketing, c'est des opérations parce qu'on a à gérer, comme on l'a dit initialement, la sélection des entreprises, passer du temps, quel temps, comment on s'organise, on se fait un planning individuel, mais c'est très important de le concevoir comme tel. Et du coup, c'est pas juste rechercher un job, avoir le sentiment qu'on a fait notre travail en cliquant sur des job boards. En tout cas, et Ouais, c'est c'est aussi clair. la raison d'être d'Illinois, c'est moins mais mieux, allouer beaucoup de temps sur une plutôt que tirer dans tous les sens en ayant le sentiment factice du coup qu'on avance. On n'avance pas du tout quand on fait ça, on perd du temps. Ouais, c'est clair. Et par rapport à ce que tu disais, Khadija, tout à l'heure sur demander du conseil à son réseau ou autre, ça marche aussi si voilà, il y a des jeunes diplômés qui n'ont pas du tout de réseau, qui n'ont jamais bossé, qui n'ont pas forcément l'info. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un réseau pour marcher. En fait, si tu veux travailler chez Frishti, par exemple, je prends un exemple de là où j'étais avant, tu connais personne chez Frishti, tu n'as pas de réseau particulier qui bosse en startup, ben, en fait, prends les 5 mecs qui ont la meilleure tête sur LinkedIn ou le mec qui a fait la même école que toi, ou si tu n'as pas fait d'école, une relation qui est en relation avec quelqu'un que tu connais, ajoute quelqu'un, envoie un message en disant salut, je m'appelle Antoine, j'aimerais peut-être postuler chez Frishti, mais je ne sais pas si mon profil pourrait convenir à ce poste. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus?
Franchement, si tu envoies 5-6 messages, il y aura forcément une personne qui te répondra, qui te dira, ah bah non, désolé, on cherche plutôt quelqu'un de plus senior. Donc au moins, tu auras l'info en amont, ce qui t'évitera notamment, Anaïs, de peut-être perdre du temps sur des boîtes qui n'étaient pas faites pour toi à ce moment-là. Et peut-être au contraire que tu vas justement, on parlait de relation tout à l'heure, commencer à nouer une relation, que la personne va te dire, ah bah attends, tu as l'air d'avoir un super profil, c'est ce qu'on recherche, je vais te mettre en relation avec la bonne personne. Franchement, ça t'aura peut-être coûté 10 minutes, mais c'est aussi un travail à faire qui fait que peut-être qu'en interne, ils vont parler de toi, peut-être que ton profil sera intéressant et que ça matchera à terme, quoi. Tout à fait. Et je pense que là-dessus, ça rejoint ce que tu disais, enfin ce que vous disiez tous les deux sur le côté un peu sales qui peut être entendu comme un peu péjoratif. C'est pas le cas, c'est pas de la politique ou c'est pas forcer sa nature, mais plutôt dans le sens qualitatif. C'est-à-dire que si on envoie un message LinkedIn qui est un peu un copier-coller, et ça se ressent aussi, ça fonctionne pas. Par contre, quand c'est un peu personnalisé et que il y a un petit message, soit drôle, soit une petite touche d'humour ou quelque chose d'autre qui peut accrocher, alors on va avoir plus de réponses et effectivement peut-être trouver un système pour être en contact avec la personne qui manage l'équipe dans laquelle on aimerait travailler. Alors peut-être qu'il n'y a pas de poste aujourd'hui, mais peut-être qu'il y en aura un dans 3 mois. Et donc ce côté très quali, il est vraiment 360. C'est en amont quand on veut se lancer dans une recherche, pendant les entretiens quand on les prépare et la manière dont on se présente pendant ces entretiens. Et ensuite aussi tout le follow-up, qu'on ait eu une réponse positive ou négative et comment est-ce qu'on garde le contact et ce côté relationnel aussi avec les personnes avec qui on a été en contact. Je pense que c'est primordial. Je suis complètement d'accord. Et je voulais rebondir sur la fin de la question parce qu'il y a eu plusieurs questions dans la question d'Anaïs. Vous semble-t-il judicieux ou intrusif de contacter directement les entreprises par téléphone? Moi, je trouve que c'est judicieux et intrusif et que ce n'est pas un problème. En fait, ce n'est pas du tout incompatible. Il faut savoir l'être. Et il y a en plus plein de façons de le faire aujourd'hui. Typiquement, j'ai en tête un exemple actuel. Il y a des gens qui veulent bosser chez nous, Illinois, et qui nous suivent sur LinkedIn et tous les posts qu'on fait et perso. Et en fait, du coup, on s'en retient. C'est comme si les personnes étaient un peu déjà dans la boîte. Et moi, j'adore ce côté persistant. Je le valorise à fond. C'est valeur de boîte pour moi. Et on interviewe toujours les personnes qui insistent. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après, ce qui se passe, c'est indépendant du premier step. Mais le premier step, on leur donne. Il faut avoir en tête que très peu le font, en tout cas. Plein se posent la question, comme tu la poses, Anaïs, se disent est-ce que je le fais, je ne le fais pas? Ils hésitent. Et quand ils commencent à y réfléchir, ils se paralysent tout seuls et in fine, ils ne le font pas. Et tu en as un sur Ouais, 20 qui va le toujours, faire. Et ce un, il aura tout le temps le premier step. C'est sûr. À moins vraiment d'être faut dans toujours agir. une entreprise psychorigide. Ouais, et puis Ouais, je ça, comprends. ça Mais dépend même, de tu la vois, manière. si c'est 5 fois que ça ne marche pas. Pardon, vas-y. Exactement. Non, je te prie. En gros, je disais juste, en fait, il vaut mieux essayer, quoi. Essaye 5 fois, au pire, tu te seras pris 5 bâches, ça ne marchera pas et tu ne le feras plus jamais. Mais vaut mieux toujours, bon, ça marche dans ce cas-là, vaut mieux toujours être biaisé un peu pour l'action. C'est une valeur qui est chez Alan dont on parle assez souvent, c'est agir. Voilà, tu testes sur 5 et en vrai, bon, voilà, si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Et tant pis, au moins, tu auras l'info. Sinon, tu seras peut-être encore 2 ans plus tard à te dire, si j'avais fait ça, peut-être que ça aurait marché, peut-être que j'aurais dû essayer. Essaye, après, tu risques pas grand-chose, quoi. Ouais, je suis d'accord là-dessus. Après, c'est la manière de faire aussi. Il y a appeler et dire voilà, je veux tel poste, merci de me mettre en contact immédiatement avec la personne qui gère ce poste. Ou oui, voilà, je fais une recherche, voici mon profil, est-ce que s'il vous plaît, vous pourriez me mettre en contact avec une personne? C'est aussi la manière qui va jouer et je suis d'accord avec vous, il ne faut pas se paralyser. Après, ça ne va pas marcher avec tout type d'entreprise. Je pense que des structures peut-être euh, petite ou moyenne, ça peut beaucoup plus facilement fonctionner que d'appeler, je ne sais pas, Accor ou une très grosse boîte en disant merci de me passer le service RH ou un DG. Donc, ça dépend du type d'entreprise, ça dépend de la manière, mais a priori, il faut tenter. N'appelez pas le standard de Total pour avoir un stage, ça ne marchera pas en tout cas, c'est sûr et certain. A priori, non. Ouais, on fait le parallèle avec le commercial. Il faut se trouver des champions en interne, c'est l'idéal. Il y a toujours quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un que vous connaissez qui connaît quelqu'un dans l'entreprise que vous visez, dans tous les cas. Donc faire cette démarche, c'est pas du tout intrusif, c'est juste la base. Il faut se donner les moyens Ouais, de bien le sûr. faire, surtout Et maintenant. même sans réseau. Ouais, Même sans réseau, tu parles à 3 personnes, un mec qui a l'air sympa, il a posté un post, tu rebondis sur le truc qu'il a posté, tu engages complètement. une conversation, en fait le mec il est sympa, ton profil pourrait correspondre à quelqu'un dans son équipe, donc il va prendre le temps de parler, enfin, il faut toujours essayer, quoi. Exactement. Je reprends une question du coup qui revient de façon récurrente. Comment se comporter quand face à nous on a une entreprise ou une équipe qui nous dit oui c'est très bien mais pas assez d'expérience?
Ça aussi, ça nous parle à tous. Et moi, on le voit beaucoup, beaucoup chez Illinois parce qu'on a des entreprises qui recrutent des jeunes diplômés et qui parfois leur demandent beaucoup d'expérience. La schizophrénie des boîtes. Je pense que c'est pareil. Il y a certaines entreprises avec lesquelles on peut pousser et on peut demander du feedback et ce que ça signifie exactement l'expérience, quel était le point qui était manquant. Ça peut être utile ou ça peut être même utile pour possiblement renverser le cours de l'entretien ou de la décision qui a été prise. Il y a un côté aussi qui est lié au fait de pouvoir montrer soi-même en entretien, pendant les entretiens, qu'on est compétent sur l'ensemble des compétences principales qui sont demandées sur le poste. Ça peut être bien de prendre les devants et de se dire quelles sont les compétences principales, qu'est-ce qu'il y a de plus important pour vous sur tel poste, et d'anticiper, de donner des exemples, d'être très concret sur le pourquoi du comment. On peut être le parfait des candidats, même si on n'a pas 5 années d'expérience, mais 3. Donc, insister là-dessus, insister sur le potentiel. Et je dirais ne pas se décourager aussi parce que y a des entreprises plus traditionnelles que d'autres qui vont être assez figées sur certains éléments. Et puis, on n'a pas non plus aussi la visibilité sur tous les autres candidats qui sont dans le process. Mais je dirais que si vous suivez ces premières étapes, ça peut déjà diminuer le nombre de réponses négatives autour du manque d'expérience. Ouais, c'est clair. Et surtout, ce problème-là, il faut le craquer une fois. Enfin, tu peux l'avoir aussi avec 10 ans d'expérience où on en demande 15, mais globalement, c'est plutôt un problème de jeune diplômé ou de j'ai vraiment pas d'expérience et on va toujours valoriser quelqu'un qui aura 2-3 ans d'expérience. Donc, faut arriver à craquer ce problème une fois en justement vendant bien les compétences qu'on a déjà pour arriver sur un poste. Et après, ce poste-là, que tu auras fait peut-être pendant 3 ans, il va te servir justement à vendre toute l'expérience que tu auras pour aller ailleurs. Et je trouve que le plus important, moi, ce que j'aime beaucoup juger en entretien, c'est pas forcément les années d'expérience que tu as, mais c'est ta capacité et ta volonté de progresser. En fait, il y a des gens qui sont super qualifiés, mais qui ont plus trop envie d'apprendre parce qu'ils sont un peu bloqués sur ce qu'ils savent déjà. Et c'est peut-être une question un peu d'ego. Et il y a des gens qui savent assez peu, mais qui sont en fait super malins et qui vont se dire moi, en fait, peu importe de ne pas savoir beaucoup, moi je suis une éponge, donc je suis là pour apprendre et j'ai juste envie de progresser à vos côtés. Donc, en fait, dire ça en entretien, moi, si j'ai une personne qui veut progresser, qui a mon expérience, et une personne qui n'a pas d'expérience mais qui ne veut pas progresser, je prendrai tout le temps, et c'est pas politique de dire ça, la personne qui veut progresser parce qu'elle a une marge de progression qui est beaucoup plus forte que les autres. Donc, mettez-vous dans ces conditions-là, dans ces conditions d'apprentissage. Il y a plein de formations en ligne, plein de choses en ligne qui fait que même si vous n'avez pas encore commencé à bosser, vous avez déjà des formations qui sont accessibles. Mettez-les sur votre LinkedIn. Il y a plein de mots, plein de trucs qui ne coûtent pas très cher, voire rien d'ailleurs. Et prouvez que vous avez envie d'apprendre et vous serez toujours valorisé pour ça. Et je suis d'accord avec tout. Je pense qu'il y a une réalité aussi, c'est que souvent pour les entreprises, c'est un prétexte pour certaines personnes en HR ou pour certains opérationnels parce qu'ils n'ont juste pas envie de se fouler et trouver un filtre qui est indiscutable. Parce que oui, sur le papier, tu n'as pas les 5 ans, tu n'en as que 4 et demi, quoi. Et c'est un peu facile. Du coup, il y a deux solutions. Soit on s'arrête à ça parce que émotionnellement déjà, on se sent soit vexé, soit pas à l'auteur, soit surtout on dit que c'est quelque chose de factuel contre lequel on peut rien. Soit on essaie de creuser un petit peu plus et de lire entre les lignes, ce qui fait que la personne, elle pense, ce qui n'a strictement aucun sens, hein, qu'on a besoin de 5 ans plutôt que de 4 ans et demi ou 4 ans, voire 3 ans parfois. C'est complètement subjectif, ça va dépendre de l'expérience. Il y a des boîtes qui nous font grandir en 3 ans 2 fois plus, donc c'est l'équivalent de 6 ans d'expérience. Et il y a, à contrario, des entreprises et des jobs pendant lesquels on reste 10 ans sans progresser. Donc c'est complètement subjectif. Il faut juste creuser en fait ce que la personne, l'entreprise, et nous on le fait quotidiennement évidemment parce qu'on a tout le temps la problématique des clients qui nous disent pour ce job-là, j'ai besoin de quelqu'un de tant d'expérience. Ok, mais en fait, tant derrière, c'est pour quoi faire? C'est quoi tes besoins en termes de compétences, en termes de maturité pro, de maturité humaine et très, très, très souvent, ça vient à être changé. En fait, on les convainc du fait que non, en fait, c'était une vue de l'esprit et c'est purement approximatif le fait de mettre 7, 3, 5, 2. Et vous pouvez aussi faire ce job avec les boîtes, complètement. Si vous arrivez, comme dit Antoine, à prouver que derrière, vous avez ce qu'il faut, même si vous n'avez pas les années d'expérience, que vous avez ce qu'il faut et que vous l'avez prouvé, alors il n'y a aucune raison pour que ça ne passe pas, sauf encore une fois, si vous avez quelqu'un ou une boîte psychorigide face à vous. Et si c'est le cas, vous n'avez pas forcément envie de la rejoindre. Mais au moins, vous en avez le cœur net et vous avez poussé le truc à fond. Et c'est véridique pour le coup, je me souviens avoir recruté des personnes pour lesquelles sur la job description, on avait indiqué 5 ans d'expérience et on a pu en recruter certains qui en avaient 2 et qui en avaient beaucoup moins. Pourquoi? Parce qu'elles se sont démarquées en fait en entretien et qu'elles ont montré qu'elles avaient absolument
les capacités ou en tout cas le potentiel pour apprendre très rapidement et grandir très rapidement pour avoir un niveau similaire à ce que l'entreprise recherchait. Donc pour le coup, alors je ne dis pas que quand on n'a pas d'année d'expérience du tout, qu'on est jeune div, qu'il faut postuler à un poste de VP avec 15 années d'expérience, mais si c'est un gap qui est raisonnable et qu'on pense qu'on en a les capacités, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut vraiment y aller et le démontrer du coup. Complètement d'accord. Et je vais reprendre une question de Gonzague. Quand on a un profil généraliste et un peu multitâche, on a souvent un retour du genre t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, t'es pas assez sales, t'es pas assez account manager, en dépit du fait que tu peux avoir 3-4 ans, enfin des années d'expérience. Vous, comment vous analysez ça? Comment vous positionnez là-dessus? Et dans la vraie vie, autant toi, Antoine, que Khadija, comment vous procédez pour traiter ce genre de candidat? Ouais, c'est une super question qui revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. En fait, il ne faut pas forcément avoir un profil généraliste. Et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. En gros, si tu postules dans une boîte et que tu veux être, et que tu postules à un poste de SDR, à un poste de BizDev, à un poste d'account manager, les trois en même temps, et que ta réponse, en gros, dans ta lettre de motivation, tu dis moi, je pense que je sais tout faire, donc je vais pouvoir faire les trois. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, en gros, il faut que avant, tu fasses le travail sur toi de te dire bon, voilà, là, j'ai vu qu'il y avait trois postes en sales dans cette boîte. Moi, je veux être sales. Donc, je pense que voilà, en ayant lu les fiches de poste, en regardant par rapport à ce que j'ai fait avant, je pense que moi, là où je serais le meilleur, ça serait en BizDev, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, il faut que tu construises ton profil et ton pitch juste pour arriver à ce poste-là. Et pas à se dire, prenez-moi là où vous voulez, parce qu'en fait, il y aura toujours un mec qui sera meilleur. Il y aura toujours des super bons BizDev, des super bons SDR, des super bons account managers qui seront meilleurs intrinsèquement sur chacun des postes. Donc, je pense qu'il ne faut pas être généraliste, se focuser sur un seul job, voilà, construire tout ton pitch en fonction de ce job-là et dire en arrivant à l'entretien, voilà, écoutez, moi je vais être bizdev et je pense que je peux être le meilleur parce que je suis un super bon bizdev et pas je suis un super bon sales et je sais faire plein de choses, quoi. Je suis complètement d'accord. Pour moi, choisir, c'est renoncer. Donc, en fait, il y a deux aspects. Il y a quand on le regarde, le profil de quelqu'un paraît généraliste. Et là, il y a deux sous-questions. C'est pourquoi? Parce que même si on a fait plein de choses, en fait, on peut toujours orienter le parcours qu'on a eu comme on veut, en fonction de l'entreprise qu'on vise et du job qu'on vise. Donc, choisir, c'est renoncer. Si tu as un profil généraliste, mais qu'en fait, tu t'orientes vers un job de sales ou un job d'AM, il faut juste piquer. Et le faut juste, il est relatif parce que c'est un travail. Il faut construire les ponts entre tes expériences passées et ce qui va parler, ce qui va intéresser la personne face à toi. Et pas lui mettre tout en vrac et lui demander de faire la sélection pour toi. Parce que quand tu demandes à quelqu'un de faire la sélection pour toi, tu peux être sûr et certain que la personne ne le fera jamais parce qu'elle n'a pas que ça à faire et que c'est ton travail, ce n'est pas le sien. Donc là-dessus, il y a ce volet-là. Et il y a un deuxième volet, je pense, mental, purement mental. Et c'est bête, mais si on est convaincu qu'on est généraliste et qu'on n'est pas le meilleur seul, c'est qu'on va se faire passer devant par les autres qui sont plus spécifiques, mécaniquement, on se fait passer devant. Ça transpire de nous-mêmes. Enfin, c'est évident, la personne en face, elle le capte à 10 000. Donc, il y a aussi un travail d'auto-persuasion à faire, de confiance en soi, mais qui n'est pas évident aussi. C'est ce que tu disais, Khadija, dans connaissance de soi, c'est plus, c'est moins. Et derrière, de les assumer complètement. Et il peut y avoir un icebreaker qui consiste très concrètement à dire, ouais, je sais que je peux apparaître généraliste, mais en fait, je te prouve que je suis un purée de sales parce que X, Y, Z. Et derrière, fin de la discussion. La personne, elle a compris que toi, tu as compris. Elle a compris que tu es au clair sur ce que tu sais moins bien faire. Elle a surtout compris que tu es driven, que tu es déterminé à obtenir le job et que tu as compris la mécanique derrière. Et en plus, en sales, c'est bien intéressant parce que le job de sales, ça consiste précisément à sélectionner, à piquer les usages de ton produit ou ton service dont va avoir besoin le client face à toi. Complètement. Et d'ailleurs, là-dessus, pour rebondir sur la manière dont tu construis des ponts, ou dont tu te présentes quand tu as un profil plutôt généraliste et que tu veux te spécialiser, c'est aussi la manière dont tu construis ton CV. Alors, sans avoir à mentir non plus, mais en mettant plus en avant, tout simplement, tout ce qui peut se rattacher à la spécialité en question. Que ça soit dans l'intitulé, dans un résumé, ou alors très clairement ce que tu vises comme poste qui peut être indiqué dans le CV, et puis aussi dans les expériences et les exemples que tu peux mettre en avant dans ton CV. Et puis après, bien sûr, pendant l'entretien aussi, être très clair, comme tu disais, j'aime bien l'idée de l'icebreaker où on dit très clairement ce qu'on cherche. Et qu'il y a une motivation et surtout justifier cette motivation. J'ai une expérience généraliste, mais en fait, j'ai eu la chance de comprendre tout un cycle sales, par exemple. Et voici pourquoi je suis plutôt intéressée par le poste de AM, par exemple, account manager. Et voici les raisons. Et comme ça, il y a vraiment une histoire qui est racontée. Et je pense que
ça rassure les intervieweurs en face. Et puis, un dernier point là-dessus, c'est est-ce que tu veux rester généraliste ou pas? Parce que peut-être que tu postules à des offres qui sont plutôt spécialisées, parce que c'est peut-être ce qu'il y a le plus aujourd'hui sur le marché, mais peut-être que ce n'est pas nécessairement ce qui te convient et que tu veux rester sur quelque chose d'un peu généraliste et donc chercher la bonne entreprise ou la bonne offre qui pourrait te proposer d'utiliser plusieurs compétences plutôt que de te spécialiser. Donc, c'est aussi un choix personnel par rapport à ta carrière. Est-ce que tu veux continuer d'être généraliste pour ensuite te spécialiser ou rester généraliste pour longtemps ou tout de suite te spécialiser? Ouais, complètement. Je vais prendre une question où il y a plusieurs questions qui tournent autour, mais je pense que l'idée, c'est celle-là. C'est comment se raconter, qui est reliée à une question qui a eu beaucoup de succès sur les petits pouces qu'on like la question. C'est comment être inoubliable quand on passe des entretiens via Zoom ou Visio? Question brûlante d'actualité. Question. Je vais commencer si vous êtes en manque d'inspi. Sur Ouais. le inoubliable, quand on passe des entretiens en visio et Zoom, moi je trouve que le plus terrible, c'est de créer de l'intimité, créer du lien parce qu'il y a une barrière, y compris physique, et qu'on n'a pas la chance de percevoir tout ce qu'on aimerait percevoir et d'émettre tout ce qu'on aimerait émettre. Et je sais pas, un tips auquel je pense, c'est justement de trouver un icebreaker un peu différenciant. Ça peut être, j'imagine que tu as dû parler à 10 mecs que tu connais pas via Zoom. Je vais essayer de faire le moins chiant possible et créer quelque chose, en tout cas te mettre dans la tête de la personne en face et comprendre qu'elle aussi, en fait, elle trouve ça pas terrible. Et ça crée un pont entre vous, ça met plus à l'aise et tu as plus de chances de rentrer dans le vif du sujet plutôt que de devoir prendre le temps de s'auto-jauger et de rester avec une distance. Je sais pas si ça vous parle. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais surtout que, en fait, je pense que si tu fais le travail qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est vraiment le travail sur toi-même, savoir se raconter, savoir se pitcher, que tu sois en visio ou que tu sois en vrai, tu as déjà fait 90% du job. Après, en effet, moi, j'ai pas passé d'entretien en visio et j'ai fait mes entretiens chez Alan juste avant le confinement, donc j'ai été chanceux sur ce truc-là, donc j'ai pas vécu, donc je peux pas donner mon expérience dessus, mais je pense que c'est en effet beaucoup plus dur. Il y a plein de choses que tu peux pas montrer, que tu peux pas faire, mais la boîte, elle a quand même besoin de recruter, toi, tu as quand même besoin d'un travail, donc elle va pas d'un coup te dire putain mais lui il est nul, il est en visio. En fait, tout le monde est au même niveau. Donc il y a pas de tu vois, il y a pas de plus chanceux que d'autres, tu vois. Peut-être que tu as une plus belle déco derrière toi et que ton mur il est plus joli que quelqu'un d'autre, mais vraiment ça va pas aider l'autre plutôt que toi. Donc faut vraiment faire ce travail de fond de qu'est-ce que je vais raconter. Je pense que l'idée de David est super intéressante de voilà, trouver un icebreaker. Peut-être que chez toi, tu as une déco sympa et que moi, j'ai des masques de Madagascar derrière moi sur mon canapé quand j'étais en visio. Et du coup, tout le monde me parlait de mes masques de Madagascar. Bah, peut-être que tu as un truc super sympa chez toi, une plante comme Akadija derrière. Et ben, en fait, ça va faire le début de la discussion. Peut-être que ça va créer un lien. Peut-être que tu es avec un fan de plantes qui va te parler de plantes pendant des heures. Bref, il y a toujours un truc à créer. C'est un problème, mais c'est une opportunité en fait. Donc, vu que tout le monde a le même problème, autant essayer de rebondir sur ce problème de la meilleure des manières, quoi. Vraiment. Aligné sur l'idée de l'icebreaker et trouver le moyen de créer une relation. Du coup, on ne se voit pas de la même manière, on n'est pas physiquement l'un à côté de l'autre, donc c'est trouver un autre moyen. Et ce que vous avez donné comme exemple, ça me paraît très bien. Et du coup, sur se raconter, vous, c'est quoi vos tips? Alors, nous, Illinois, on a produit beaucoup de ressources si ça peut intéresser les gens sur notre blog parce que c'est un sujet qu'on ponce dans tous les sens depuis 4 ans. Et les réponses à apporter, elles sont vraiment en fonction de chacun parce qu'on part tous de bases très différentes. On entend trop souvent, malheureusement. Et ça part en amont de comment ça raconter, c'est pourquoi se raconter. On entend trop souvent des candidats dire, mais en fait, là, je postule à quelque chose qui est très compétence-driven. Tant que je suis le meilleur et tant que je suis le plus avancé sur les hard skills, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Je suis le plus qualifié. Énorme erreur. C'est quasiment jamais la personne la plus qualifiée qui a le job. Jamais. C'est un ensemble de plein de choses. C'est bien sûr les compétences hard skills, qualification, mais c'est aussi bien sûr la façon de se raconter, le fait d'avoir bien visé, enfin tout ce qu'on se dit depuis le début. C'est un ensemble et être incroyable, au final inoubliable, c'est quand on a bon sur tous ces critères-là. C'est pas quand on a excellent sur un, en l'occurrence là, les hard skills, on est le plus qualifié, on est le meilleur en termes de compétences, mais derrière, on est à la rue. Donc déjà, il y a une idée, savoir se raconter, savoir se vendre. Se vendre, c'est pas se prostituer. Se vendre, c'est mettre toutes les chances de son côté. Se marketer, c'est pas se prostituer, c'est raconter l'histoire juste, projeter son identité auprès de l'entreprise juste et faite pour soi-même. Donc là-dessus, il y a un effort de conception en amont, d'auto-persuasion, de se dire
en fait, oui, ça a du sens de se raconter et c'est pas tout le monde doit faire, quoi. Ouais, exactement. C'est pas juste quand tu postules à un poste de sales, il faut savoir bien pitcher. Et quand tu cherches un taf en IT, il faut pas le faire. En fait, il faut le faire dans tous les cas. C'est évidemment, encore une fois, plus simple pour des sales puisque c'est peut-être leur métier de tous les jours plutôt que pour d'autres. Mais savoir se pitcher, savoir se raconter, ça recoupe ce qu'on disait tout à l'heure sur vraiment faire le travail préparatoire sur soi de quelles sont mes qualités, quels sont mes défauts, qu'est-ce que je recherche. En fait, déjà, en faisant ce travail-là, tu as déjà fait 80% du travail. Ce qui te reste à faire, c'est avoir des bullet points et les organiser. Moi, je m'appelle Antoine, j'ai tel âge, je cherche tel type de poste. Aujourd'hui, j'ai fait ça dans ma vie et c'est pour ça que je viens vers vous aujourd'hui, puisque je pense que j'ai un profil qui pourrait être en adéquation avec ce que vous recherchez. Et prendre tes expériences, les écrire en 3 lignes, dire voilà, là j'ai fait ça, donner un data point de, par exemple, j'ai signé tel client, est-ce qu'il a pu m'aider, ça peut être sur d'autres métiers, j'ai recruté X personnes, est-ce qu'il a pu m'aider, donc bien contextualiser, faire tenir le truc en 30 secondes et en 2 minutes selon le temps que tu auras pour le faire. Mais c'est un pitch sales, quoi. C'est juste des bullet points. Après, tu vas le faire évoluer parce que tu vas te rendre compte que là, ça marche pas très bien. Tu peux même le tester avec certains de tes potes qui sont recruteurs dans d'autres boîtes ou qui bossent dans d'autres boîtes pour voir un peu comment ils le perçoivent, comme disait Khadija tout à l'heure. Mais c'est vraiment juste écrire un petit pitch de soi-même, comme si tu vendais ta boîte en soirée à quelqu'un, il fallait que tu dises en 3 mots ce que tu faisais. Bah là, il faut que tu le fasses sur toi et ça va aider, mais ça va t'aider sur tous les entretiens que tu feras et ça te démarquera forcément. Ouais, je suis d'accord. Et franchement, toi, je suis pas certain que ce soit plus facile quand tu es sales parce que c'est un marché et dans le process de recrutement, tu vas avoir face à toi d'autres sales qui savent aussi le faire mieux que les autres. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Alors que Et si tu surtout, fais il y a Ouais, l'effort sûr. marginal, quand tu es sur un job de, je sais pas, n'importe quoi, product, qui n'a rien à voir de près ou de loin avec le sales a priori, bah, en fait, si tu fais l'effort marginal, tu fais une différence énorme à la fin. Enfin, nous, c'est ce qu'on voit quotidiennement chez Linode, hein. C'est surtout sur les métiers. En fait, c'est surtout sur les métiers de info. Si tu fais cet effort-là, tu fais une diff énorme. complètement. Ouais, c'est clair. Et pour le coup, il faut se dire que même si on est peut-être une brute, je sais pas, en JS et que c'est exactement la compétence qui est recherchée, ben, on n'est peut-être pas la seule brute ou personne très compétente sur cette compétence spécifique. Et donc, la manière de se démarquer, mettons qu'il y ait, je sais pas, 3 finalistes et qu'on hésite entre 3 candidats, ça reste quand même à la fois le lien qu'on a pu créer. Et quand je dis lien, ça peut être peu concret, mais ce que j'entends par là, c'est comment est-ce que mon next step dans cette entreprise, il est cohérent par rapport aux valeurs de l'entreprise, par rapport à ce que moi je recherche et la manière dont je me projette dans l'entreprise. Et tout ça, ça fait partie du fait d'être capable de se raconter et d'expliquer aussi la cohérence dans son parcours et pourquoi est-ce que le next step, c'est effectivement dans cette entreprise et avec ces interlocuteurs-là. Donc, c'est plus que primordial et quel que soit le niveau d'expérience, quel que soit aussi le secteur et la compétence. Ce n'est pas réservé qu'aux sales, effectivement. Il nous reste 10 minutes, un peu moins même, 9. J'ai une question de Joseph que je trouve hyper intéressante et pour lesquelles les gens ont voté. J'ai un profil freelance et entrepreneur. Cela effraie les recruteurs car, entre guillemets, dur à manager ou il ne va pas rester longtemps en poste. Comment appréhendez-vous ça? Je trouve la question géniale. Je ne sais pas qui veut commencer là-dessus. Pas moi parce que je vais rester trop de temps du coup. Si je En 2 secondes, je vais répondre. Ensuite, je te laisserai rebondir, Antoine. La question, c'est est-ce que c'est la bonne entreprise? Moi, pour le coup, sur des postes Ops, donc opération plutôt en start-up ou typiquement chez Uber, on a recruté beaucoup de profils comme ça. Parce que c'était ce qu'il nous fallait, en fait, pour lancer une ville, lancer un nouveau pays. Et les compétences entrepreneuriales, c'est ce qu'on recherchait. Donc la question, c'est est-ce que les postes auxquels tu veux postuler sont nécessairement ceux qui vont convenir en termes de compétences par rapport à ton expérience? Je le verrai comme ça. Tellement d'accord, ouais. Ouais, c'est vraiment un enjeu de postuler. Est-ce que ton profil est en adéquation? De toute façon, tu vas vite le voir, hein. Si tu as un profil comme ça, en effet, tu vas te prendre plein de murs parce que c'est pas forcément ce que les gens rechercheront, mais il y a de la place pour tout le monde. Et comme disait Khadija, nous, c'est la même chose. En Ops, c'est plutôt des profils qui sont vachement valorisés. Donc, peut-être que c'est juste une histoire pas de profil, parce que ton profil il est bon dans tous les cas, mais plutôt de l'endroit où tu postules, quoi. Je suis d'accord avec vous deux. Il y a un point évident, et il ne faut pas avoir de langue de bois là-dessus, je pense, c'est que évidemment, bien sûr, Joseph, ton profil, il fait flipper. Et c'est une connerie. Parce que on est dans un pays où on doit rechercher les gens qui ont tenté des choses, qui ont créé des choses. Tout le monde le dit, mais dans la vraie vie, il y en a moins, c'est une certitude, qui prennent le risque. Nous, chez Linux, c'est des entreprises qu'on vise parce que ça colle à l'état d'esprit, aux valeurs que nous, on essaye de véhiculer auprès de nos talents. On essaye justement de ne pas filtrer a priori sur le CV et d'aller plus loin que ça.
Maintenant, charge à toi de prouver que non, tu n'es pas dur à manager pour X, Y raison. Et donc, de rattacher ça à ta réalité, à ton historique et sur le fait que tu ne vas pas rester longtemps en poste, peut-être, mais qui garantit l'entreprise que quelqu'un d'autre qui n'aura pas eu d'expérience entrepreneuriale restera plus longtemps? Enfin, rationnellement, il n'y a rien qui le prouve. J'aurais tendance à penser le contraire. Si jamais ton entreprise n'a pas été au bout de toi ce que tu souhaitais, bah, tu dois juste déjà te refaire financièrement, ça prend du temps. Et du coup, l'entreprise, elle est certaine que tu vas rester un minimum de temps versus un jeune diplômé qui est généraliste, qui se dit j'ai rien à perdre, qui va tenter quelque chose et qui potentiellement 6 mois après claque sa dème. Alors qu'il aura été formé de A à Z, que l'entreprise aura passé une tonne de temps avec lui. Peut-être insister sur le fait que, comme Didier a déjà très bien sélectionné son entreprise et montré en quoi tu es plug and play sur certains sujets, en quoi tu as dû te débrouiller. Qu'est-ce qui va faire la différence positivement quand tu es entrepreneur ou freelance? Tu dois te débrouiller. Quand tu es freelance, tu dois te débrouiller pour chercher des clients. Tu dois émettre des factures. Tu dois savoir du coup gérer ton organisation, ton temps. C'est des choses que tu n'aurais pas faites sinon. Donc, c'est hyper important de le mettre en avant et du coup le tourner positivement, même si face à toi, tu peux avoir un a priori un petit peu négatif. J'essaie de me limiter. C'est très bien. Parfait. Merci. Il reste 5 minutes. Si vous pensez à des questions, quoi que ce soit, ou Antoine, Khadija, si vous pensez aussi à des choses qu'on n'aurait pas abordées nécessairement, des anecdotes, des trucs qui vous passent par la tête, je ne sais pas, n'importe quoi qui serait bon de partager, bon à savoir. Allons-y gaiement. Ouais, pas grand-chose. Juste pour ceux qui sont là et qui cherchent un emploi ou qui ont du mal à trouver parce que ça a été le confinement, parce que peut-être qu'ils ont perdu l'opportunité dans laquelle ils étaient parce qu'ils étaient en période d'essai ou autre. Perdez pas espoir. Les boîtes recrutent toujours. Visez bien les boîtes qui recrutent parce qu'il y en a plein qui recrutent pas et elles sont là et c'est pas grave. Il y en a plein d'autres qui recrutent. C'est le cas chez nous, chez Alan. C'est le cas dans plein d'autres boîtes qui continuent à croître malgré ce qui se passe. Donc, il y a toujours un marché. Vous inquiétez pas. Faites pas de Lancez pas de gros filets pour attraper tous les poissons. Essayez vraiment de faire un travail quand même plutôt pointilleux, méticuleux, parce que ça paiera beaucoup plus toujours. Et voilà, prenez le temps surtout de travailler sur vous-même, comme disait Kelly tout à l'heure, et de savoir vous raconter, parce que c'est vraiment la clé pour réussir son entretien, je pense. Complètement d'accord avec tout ça. Il y a juste 2 points sur lesquels je voudrais revenir très rapidement. L'un qui est l'investissement, donc on l'a recoupé, que ce soit soi-même, mais aussi dans la manière dont on se perçoit dans le process de recrutement, dont on se prépare pendant le process de recrutement. Typiquement, j'ai eu un candidat dont je me souviens très bien, qui avait fait l'effort d'aller voir des concurrents, de comparer notre produit avec le produit de concurrent qui était venu avec un business case complet de voilà ce que vous faites bien, voilà ce que vous faites pas bien, voilà ce que vous pourriez améliorer, voici quelles sont mes idées. Pour le coup, il était plus junior que d'autres candidats ou nécessairement ce qu'on cherchait. Et c'est la personne qu'on a recrutée parce qu'il il s'était investi en fait complètement. Et il y avait un total match à la fois sur la partie hard skills et soft skills, et puis un potentiel qu'on ressentait et une motivation qui ressortait. Et puis un autre point qui paraît être évident, mais l'humilité, c'est important. Être humble, c'est aussi être en accord et complètement à l'aise avec les points qui sont peut-être nos faiblesses, ceux sur lesquels on n'est pas bon. Si on n'est pas exceptionnel en data, ça sert à rien de faire croire en entretien qu'on est exceptionnel en data, ça se saura à un moment donné. Et pareillement, pour donner une anecdote rapide, j'ai parlé à un CEO d'une entreprise qui était certainement la personne la plus humble et une des discussions les plus intéressantes que j'ai pu avoir, qui savait se raconter. Bon, je me dirais c'est peut-être lié avec le poste, mais avec beaucoup d'humilité, de remise en question. Et ça donne vraiment... c'est vraiment un élément différenciant pour le coup. On se souvient de ce type de candidats. Ils nous ont marqués, que ce soit de par leur investissement, leur humilité, leurs compétences. C'est vraiment un tout. 100% d'accord. L'humilité, c'est la clé, hein. Tu peux avoir une confiance en toi incroyable, mais le nombre de gens qu'on n'a pas pris parce qu'ils avaient trop d'ego, parce qu'il y avait se posait des questions sur l'ego, franchement, c'est gigantesque. Donc, on est tous au même niveau. C'est vraiment, vraiment super important de bien montrer ça en entretien et de faire ce travail sur soi. Complètement d'accord. Et sur le marché actuel, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions là-dessus, et Antoine, tu l'as dit, en fait, garder confiance, c'est super important. Il y a un point central, c'est se rassurer et rassurer. Dans les périodes d'inquiétude, on a toujours tendance, et c'est complètement normal, à vouloir se rassurer soi. Or, quand on postule à un nouveau job, bah, l'entreprise attend que vous la rassuriez
sur votre volonté, sur vos compétences. Et c'est un peu schizophrénique, mais c'est bon à avoir en tête. Donc, il faut penser à ce qui, chez vous, va rassurer l'autre plutôt que d'être cantonné sur ce qui va vous rassurer. C'est encore une fois normal de vouloir se rassurer, mais il faut être fort et se dire que en période d'inquiétude, encore une fois, tout le monde cherche à se rassurer. Donc, si là aussi, vous faites l'effort marginal, un peu le même parallèle que les gens qui sont hard skills et qui font l'effort, qui ont conscience qu'il faut se vendre, et ben, vous ferez une énorme différence. Absolument. Je crois que c'est le mot de la fin. Il est 13h29. Pour ceux qui n'en ont pas encore déjeuné, je vous souhaite un très bon appétit. C'est génial. On a été plus de 150 à ce webinaire exceptionnel. On pensait avoir 10 personnes, pour être honnête. Non, c'est pas vrai. On pensait plus que ça, mais l'été, n'aidant pas. Après l'été, on pensait que c'était un chouette moment pour le faire parce que ça permet à tout le monde de digérer un petit peu l'information, de maturer tout ça et d'être chaud pour septembre. Bien qu'il y ait des opportunités en été, attention, faut être actif aussi. Mais pour ceux qui partent en vacances, du coup, en septembre, ce sera le feu. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas. Chez Linoy, notre métier, c'est d'accompagner les talents dans tout ce qu'on a évoqué cette dernière heure, questionnement sur soi, savoir se raconter, savoir sélectionner les entreprises qui nous parlent et qui nous vont bien. Donc, à dispo, personnellement aussi, n'hésitez pas à me pinguer sur LinkedIn avec joie pour vous répondre. Et désolé pour toutes les questions du coup auxquelles on n'a pas répondu aujourd'hui. On pourra faire une suite d'ailleurs, si besoin. Carrément. Merci à Linoy pour l'accueil et merci à tous d'avoir été présents. Merci pour tout. Merci. Bon appétit. Salut.